On se connaît presque tous, hein. Ça fait des années qu'on travaille ensemble pour communiquer, souvent l'ODEP pour communiquer ses points de vue, ses rapports, et ainsi de suite. Je suis ici, je voudrais d'abord lever une ambiguïté. Il y a des gens qui parfois, j'ai entendu à Tokongo ou ailleurs, oh non, mais le professeur, c'est un expert en finances publiques, on l'a toujours connu comme ça, maintenant il se mêle d'un peu de tout, la politique, etc. J'espère que cette question ne va plus être posée. Non, non, vous savez, si aujourd'hui les Rwandais et autres débarquent à Kinshasa, n'est-ce pas, il n'y aura plus de finances publiques. Il n'y aura plus de finances publiques sur lesquelles nous allons travailler. Aujourd'hui, vous vous rappelez, en France, lorsque la France a été envahie par les nazis, le général de Gaulle est allé à Londres, il a lancé un appel à la résistance. Et vous savez que des gens comme François Mitterrand, avocat très connu, est entré dans la résistance. Ils sont nombreux, ceux qui ont quitté leur métier habituel pour résister d'abord contre l'occupation nazie. Aujourd'hui, quelle différence il y a entre l'occupation rwandaise et l'occupation nazie? Pourquoi bien sûr, nous continuons toujours à travailler sur la gouvernance des finances publiques, mais cette question concerne chaque Congolais. Chacun de nous tous doit devenir un résistant contre l'occupation nazie. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis aussi ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on peut considérer qu'une des causes de la guerre, une des causes de la crise profonde que nous traversons, c'est la mauvaise gouvernance globale. Elle est dans tous les domaines. Et là, ici, elle est dans aussi, comme on est en train de le voir au Sénat, la mauvaise gouvernance a gagné aussi les violations des lois, de la Constitution, etc. L'arbitraire, n'est-ce pas? L'instrumentalisation de la justice, du Parlement, etc. Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. Et donc, demain, on ne doit pas se plaindre parce que, bon, il y a ceci, il y a cela. Ça ne va pas. On est en crise, c'est une crise profonde. Et pendant cette crise profonde, nous entendons dire que ce matin, les immunités parlementaires de Joseph Kabila, président honoraire. D'abord, du point de vue de l'état des droits, on viole une loi là. On viole une loi, la loi sur les anciens présidents de la République. Cette loi, elle dit quoi? Que c'est le Congrès réuni qui peut voter à sa grande majorité, 3/4 de voix, la levée des immunités parlementaires. Mais on nous dit que c'est le Sénat. Le Sénat seul n'est pas le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est pour lever l'option seulement? Et alors, on va réunir aussi l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le Congrès, ou c'est pour décider seul? Mais si c'est cela, eh bien, l'Assemblée nationale aussi devrait le Congrès devait être convoqué une bonne fois pour toutes pour décider ou non de cette levée des immunités parlementaires. Et là, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on se retrouve de nouveau dans des violations des lois. Vous vous rappelez que sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des domaines ou des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi donc droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la Constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça? On a même violé ces domaines à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ne sont pas bonnes. Parce que, au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar que de dialoguer avec celui avec qui vous avez fait la remise de reprise et qui vous a cédé en paix le fauteuil présidentiel. Et vous n'êtes plus à mesure de parler avec lui. Mais est-ce que nous sommes encore entre nous, frères congolais, ou on ne l'est plus? Et même si on devait parler avec les autres, puisqu'on va quand même à Doha parler avec les gens, on voit Obasanjo passer à gauche, à droite, etc., pour pouvoir faciliter ce que nous pouvons nous... Est-ce qu'au Congo, il manque de gens pour faciliter ce genre de choses? Il y en a. Pourquoi on doit aller
toujours à l'étranger. À l'époque, c'était Massiré. Aujourd'hui, c'est au Bassandio. Mais quoi? Donc, au Congo, il n'y a pas de gens suffisamment sages pour pouvoir être neutres et parler des problèmes du pays en toute neutralité. Vous comprenez? Donc, il y a un sérieux problème là. La cohésion. La cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Le dialogue intercongolais ne pourra pas se faire. Et s'il ne se fait pas, il n'y aura pas une transition comme celle que nous avons connue à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir. Nous avons été à Sun City. Nous sommes rentrés. Nous avons mis en place un gouvernement d'union nationale, n'est-ce pas? Avec les assemblées et autres, composées par des membres des différentes parties prenantes. Et Joseph Kabila était contraint de vivre et de diriger avec 4 vice-présidents. Rappelez-vous qu'il n'avait que 30 ans. Quelle sagesse, n'est-ce pas? 30 ans. Et on a pu, comme ça, gérer 4 vice-présidents. C'est cette sagesse que nous demandons aujourd'hui au président Félix Tshisekedi. Il peut parler avec son prédécesseur. Il peut parler au lieu de... aujourd'hui, on va s'attendre à un gouvernement soumis à deux. C'est toute la tendance, parce que j'ai encore entendu le président dire hier que son schéma avec son conseil spécial, c'est ça qui compte. Mais ce schéma ne nous donne toujours pas un gouvernement. Ça veut dire quoi? Pourquoi on n'a toujours pas un gouvernement? Mais ce gouvernement-là, sera-t-il un gouvernement d'union nationale? Un gouvernement de transition digne de ce nom, sans les amis de Fayoulou, sans les de Katumbi, de Sesanga, de Kabila, etc., et de la société civile. Pas celle qu'on invente, la vraie société civile, indépendante, libre, et qui peut exprimer ses points de vue de manière neutre. Ici, je suis là pour la défense de l'état des droits. Je ne suis pas venu ici pour défendre un individu, mais l'état des droits, mais aussi l'avenir de la paix, qui passe par la cohésion nationale, laquelle passe par des dialogues entre individus et des dialogues globaux. Donc voilà pourquoi je suis là devant la presse pour exprimer ce point de vue-là. J'ai dit, je vous remercie. Et je pose ma question maintenant. La cohésion nationale doit-elle dédouaner l'ancien président de tout soupçon de connivence avec l'ennemi? Bon, durant plusieurs jours, le président Kabila n'est jamais allé à Goma. Ça, vous le savez tous, non? D'autres ne le savent peut-être pas. Mais le président Kabila, à moins qu'on m'ait menti, mais le président Kabila n'est jamais allé à Goma. Maintenant, de quoi on l'accuse alors? De connivence avec la rébellion. Mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves de cette connivence? Je peux vous assurer d'une chose. S'il s'avère que Joseph Kabila, qu'il est prouvé qu'il a une connivence avec la rébellion, je serai le premier à venir avec vous ici les condamner. Je serai le premier à les condamner de la manière la plus dure, parce que je crois que vous avez suivi mon point de vue depuis que les prêtres ont voulu aller dialoguer avec ces gens-là. Hein? J'étais très dur. Je suis un chrétien, un croyant convaincu. J'ai même déclaré que j'ai quitté l'église catholique. Vous vous rappelez? Donc c'est pour dire que moi je ne transige pas avec la complicité avec Kagame ou la complicité avec donc voilà, Nanga et ses poulains. Non, ça c'est quelque chose qui nous a fait trop de mal. L'occupation de Goma et Bukavu a entraîné beaucoup de morts, des femmes violées, des enfants. Le nombre de personnes errantes, hein, donc dans les rues, a dépassé aujourd'hui les 7 millions, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, qui n'ont pas grand-chose pour se nourrir, pour s'abriter, etc. Et donc, quand on est complice avec ça, moi, je ne peux pas approuver. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on peut condamner, soupçonner, etc. A-t-on des preuves? Si on n'a pas de preuves, pour respecter l'état des droits, eh bien, les doutes
est permis, et en ce moment-là, on ne peut pas se mettre à faire ce qu'on avait fait. Oui. Point de presse. Loin d'être tribaliste, mais il s'observe une chasse à la sorcière des acteurs politiques d'obédience swahiliphone. Oui. Il y a le cas de Matata Ponyo, il y a le cas de Joseph Kabila, et il y a plusieurs officiers dits swahiliphones ou particulièrement katangais qui seraient dans les géoles. Alors, vous êtes de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes dans une évidence. Laquelle évidence, c'est que le pays est partitionné. D'une part, il y a Nang avec ses forces, d'autre part, il y a la partie gouvernementale. Quelle est la solution qu'il nous faudrait si jamais, vous personnellement, vous êtes contre la prise de langage avec l'AFC et aussi, entre parenthèses, le Rwanda qui serait de mèche avec ses forces. Quelle est la portion magique pour sortir de cette nébuleuse? D'autant plus, vous venez de le dire tout à l'heure, que le chemin ou le schéma pour le chef de l'État, c'est le schéma de Kolongele. Alors on sait que Kolongele a... On sait que Kolongele a reçu, ou on peut dire, a consulté l'Union sacrée en son sein. Quelle est la portion magique pour sortir de cette nébuleuse? On est en train de refaire un gouvernement de l'Union sacrée, un gouvernement, Maman Judith bis. Et ce gouvernement va représenter qui lorsque ceux qui sont dans l'opposition, la société civile donc indépendante et libre, n'ont jamais été consultés. Je vous rappelle que moi-même, j'ai refusé d'aller à cette consultation. Parce qu'elle ne représente rien. Elle n'a aucune valeur démocratique. N'est-ce pas? Vous avez déjà vu, le conseiller spécial devient l'informateur. N'est-ce pas? Pour la formation d'un gouvernement, vous avez vu ça où? Et moi, je n'ai pas voulu y aller. Pourquoi? Mais s'il s'agit d'une démarche de dialogue, n'est-ce pas, réelle, on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire avec Joseph Kabila. La question de les swahiliphones martyrisés, mais les swahiliphones sont déjà très martyrisés. Quand on parle des 12 millions de morts, ils sont morts où? N'est-ce pas? Ils sont morts où? Là-bas, à l'est. Mais à cause de notre mauvaise gouvernance, à l'ouest. N'est-ce pas? Donc, les tribalismes, nous les vivons tous les jours. Mais moi, vous savez que je suis kassaïen. Est-ce que j'ai donné quelque part un jour l'exemple des tribalismes? Voilà. Alors, je pense qu'à plus forte raison, quand on est président de la République, on doit être au-dessus des tribus, au-dessus de tout, n'est-ce pas? Alors, allez, qu'ils suivent notre exemple, ou celui de Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila n'a jamais été tribaliste, n'est-ce pas? Qu'ils suivent cet exemple-là. Comment vous voulez être à ce niveau-là et vous plaisez même dans les nominations ou dans les entreprises publiques, même dans son cabinet, sa petite fille de 22 ans qui devient sa secrétaire, etc. Mais ça, c'est quoi ça comme comportement en tant que chef d'État? C'est quel comportement? C'est indigne. C'est vraiment indigne. Donc, moi, je ne crois pas fondamentalement que les gens du Kasaï ou de l'Ouest envers les gens de l'Est. Je ne crois pas. Ce sont les dirigeants qui ont des mauvaises pratiques. Ils s'acharnent sur un certain nombre de leaders de l'Est, mais ce n'est pas nous tous ici. Nous, on ne peut pas, comment voulez-vous qu'on puisse faire la chasse à nos frères? Certains d'entre nous ont des épouses de l'Est. Alors, comment voulez-vous, à ce moment-là, faire ça? C'est ce comportement que les dirigeants actuels doivent arrêter. Ils doivent cesser de faire cette discrimination. Parce qu'on a suffisamment tué à l'Est comme ça. Aujourd'hui, le Katanga est peut-être aussi visé. Mais le Katanga, qu'est-ce que le Katanga n'a pas fait pour le Congo? Le Katanga représente beaucoup pour la République démocratique du Congo. Et sa population, et ses richesses, etc. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on fasse comme Tchombe? C'est ça? C'est à ça qu'on veut pousser les gens? Non, ça ne se fera pas. Parce qu'on combattra cela. Mais qu'on ne pousse pas trop le bouchon, n'est-ce pas? Pour que les gens les moins conscients puissent réagir d'une manière inacceptable. On n'a pas besoin de sécession ici au Congo. On a besoin de s'entendre.
des mêmes peuples, une même nation. Et pour cela, ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui doivent faire preuve d'une hauteur, n'est-ce pas, dans leur vision de la gouvernance sociale, cette fois, politique, etc. Le dialogue que vous prenez est loin du réalisable au regard du processus déjà enclenché par le Sénat. Mais qu'est-ce qu'on attend maintenant de l'ODEP? Parce qu'on attend de l'ODEP se réunir et s'unir aux côtés du PPRD pour exiger les non-poursuites contre Kabila. Parce que le processus est enclenché. Quelles sont les perspectives pour l'ODEP pour obtenir ces dialogues et ce non? Nous, on ne va pas, en fait. Aujourd'hui, par exemple, quand il s'agissait de faire des remontrances à mon église, je le fais. Mais je me suis déjà réconcilié avec l'église. N'est-ce pas? Donc à ce moment-là, il fallait faire pression sur eux. Alors maintenant, le cas de Joseph Kabila était cas de violation de l'état des droits. C'était un cas de violation des droits d'un citoyen. Et en tant que défenseur des droits économiques et sociaux, mais aussi des droits humains, j'ai dit non, c'est un cas, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que ça nuit à la cohésion nationale. Ça nuit à la cohésion, ça nuit au dialogue. Maintenant, les dialogues tels que... ce n'est même pas les dialogues. C'est-à-dire la solution telle que le président de la République la proclame, c'est-à-dire l'aventure des Colombiens, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est pas un dialogue, n'est-ce pas? Le président de la République doit s'élever plus haut, n'est-ce pas? C'est pour cela que des gens comme nous, quand on me sollicite, viennent au dialogue pour aller négocier quoi? Un poste de ministre, c'est ça? Au détriment du Congo? Pour gagner quoi? Moi, j'ai 50 ans d'expérience professionnelle. Je ne vais pas finir ma vie ex-petit ministre. Je préfère finir ma vie comme je suis. Pour que le combat que j'ai fait continue. Et qu'après, je donne l'exemple aux plus jeunes. Et l'histoire, j'entrerai dans l'histoire par la grande porte. Mais pas pour aller voir ces messieurs-là, un barbouze. Hein. Colombiel, c'était un espion du gouvernement. Et moi, je vais aller le voir pour pouvoir négocier quoi avec lui. Et donc, ce n'est pas ça la démarche. Si l'on fait un dialogue vrai, n'est-ce pas? On peut même faire un dialogue pour les 24 provinces qui sont encore libres. On a souvent tendance de les ignorer. On peut faire encore avec les 24 pour mieux organiser le Congo, et mieux organiser la gouvernance et enfin tendre la main. C'est pour vous dire que je ne suis pas contre le fait qu'on peut après parler avec les bandits. Ce sont les nôtres. Vous vous rappelez encore dans la Bible de l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Mais quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? La grande fête, non? Eh bien, et Jésus lui-même disait, lorsqu'il y a parmi mes moutons une brebis qui s'égare, je vais d'abord aller la chercher et puis je vais continuer à m'occuper des autres. C'est ça l'attitude que le président de la République doit avoir. Il ne peut pas fermer la porte à ces gens-là. Mais ces gens-là, étant donné qu'ils sont manipulés par les Rwandais, eh bien, il faut que nous, les 24 provinces qui sommes là, on puisse élaborer une stratégie qui permet de nous entendre, nous, d'abord, fort, et ensuite de parler aux brebis perdues, aux brebis égarées. C'est comme ça qu'on doit faire. Ailleurs, Félix devait plutôt chercher son prédécesseur pour discuter et mettre tout à terre. Mais malheureusement, maintenant, il y a déjà un négociateur que l'Union africaine a mis en place. Qu'est-ce que vous, l'ODEP, vous suggérez? Oui, c'est un problème. Est-ce que vous savez, revenons à nos villages, à nos coutumes. Vous avez déjà été dans votre village? Jamais, hein? Mais moi, je connais mon village, comment ça se passe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes entre les clans et les familles, c'est le chef coutumier, n'est-ce pas, qui réunit. Ces conseillers qui réunit les gens dans le village. Et depuis des siècles dans nos villages, on a trouvé des solutions à nos problèmes. Pourquoi aujourd'hui nous devons aller voir au Bassandio, nous devons aller voir tel ou tel? C'est quoi? Vous voyez, nous avons toujours cette aliénation qui fait que nous sommes même dominés par des petits impérialismes locaux comme les Rwandais. Parce que nous ne croyons pas à nous-mêmes. Nous ne croyons pas à nous-mêmes. Franchement, vous pensez qu'au Congo, on ne peut pas trouver quelqu'un qui peut mettre d'accord
tout le monde, pour discuter des problèmes du Congo. Pour qu'on aille. Monseigneur Moussengo ne l'a pas fait avec la conférence de sources souveraines. Moussengo, il l'a fait avec, bien sûr, des fonds et des qualités, mais Moussengo a mené cette affaire, non? Donc aujourd'hui, on ne peut pas trouver des Congolais pour faire ça. Moi, j'ai dit, cette démarche de l'Union africaine, d'ailleurs, dans l'Union africaine, combien de traîtres il y a? Combien d'États sont jaloux du Congo? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Que le Congo, future grande puissance africaine, est jalousé par tous ces gens-là. Congo, pays riche, potentiellement, est jalousé par tous ces gens-là. Et vous allez vous livrer à eux comme ça. On va le petit émir des Doha, qu'est-ce qu'il veut? L'or. Il veut l'or du Congo. Il veut protéger son or. Il veut protéger les autres minéraux stratégiques. Il court derrière pour ça. Ce n'est pas pour la paix. Ce n'est pas pour la paix. Donc, il faudra qu'on se fasse confiance à nous-mêmes. Il y a des potentialités au Congo, n'est-ce pas? Des personnes neutres qui peuvent jouer vraiment ce rôle-là. Et donc, pour moi, c'est encore une fois, on va encore aller en Afrique du Sud, à San City, et ceci, et cela. Mais attends, on ne peut, il n'y a pas dans notre province ici un lieu comme Kolwezi ou Likasi ou je ne sais pas où on peut aller faire un dialogue national conduit par nous-mêmes. Je voudrais savoir, donnez-moi un fait précis qu'on lui reproche, je pourrais y répondre. Si j'ai la réponse, oui. Au regard de propos de l'ancien... Le cas, par exemple, des forages. Vous pensez que tous les chiffres qui ont été avancés, n'est-ce pas, ils n'ont pas été avancés sur la base des investigations de l'ODEP partout là, et au ministère des Finances et à l'IGF et partout. Les chiffres, on les a eu où? Des administrations qui gèrent les finances publiques. C'est de là qu'on a eu les chiffres, entre autres, des forages détournés, l'argent détourné, etc., etc. Alors, Gilles Alinguet s'est aussi occupé de la SICOMINE, n'est-ce pas? Il y a d'autres domaines. Maintenant, moi, je ne sais pas concrètement, c'est ce qu'on a parlé de 33 millions. 33 millions. Bon, moi, je ne connais pas les chiffres exacts. Tandis que ce que je sais, c'est que après les négociations, il y avait plus de 250 experts du gouvernement, avec des ministres, les experts de l'IGF, etc., qui ont participé donc à tout ce processus-là. Mais après, ils ont reçu des primes. Mais ces primes-là, ce n'est pas ce qu'on est en train de raconter. Je ne vais pas entrer dans... Non, c'est vrai. Il y a eu peut-être, les chiffres peut-être globalement de 33 millions. Mais maintenant, combien chacun a reçu ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a été plus de 250 experts qui ont reçu, donc ces primes-là. Je peux vous donner même les noms de certaines personnes qui n'étaient pas des experts, mais qui ont reçu. Vous allez vous étonner. N'est-ce pas? Vous croyez par exemple que Gilles Alinguet peut recevoir une prime, par exemple, d'1 million $, et que le président n'a rien reçu? Vous voulez que je vous donne les chiffres du président? Si, c'est important. Voilà. Oui, non, je ne donnerai pas, mais il a reçu. Ce sont le bien de la République. Non, je ne veux pas Professeur, c'est la République qui est saignée. On en a besoin. Pour que les responsabilités soient établies. Je n'en ai pas la preuve. Je n'en ai pas la preuve, donc je ne veux. Mais je sais que du président de la République au dernier des experts, tous étaient dans le processus de négociation. On est d'accord? Les ministres des Mines, les ministres des Infrastructures, tous étaient là-dedans. Et donc, vous ne pensez pas que Gilles Alinguet a reçu et le président n'a rien reçu? C'est impossible. Donc, sachez que toute la chaîne du président de la République jusqu'au dernier des experts, ils ont reçu une prime. Mais je ne suis pas là pour donner les chiffres. Voilà. Que chacun a reçu 3 300 000. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont eu de l'argent. Mais ce n'est pas ces chiffres-là.
3 millions, 300, non. C'est trop. Mais ils ont eu quand même de l'argent. Alors un mot sur les départs de Gilles Alinguete et de l'IGF et puis vos recommandations que vous avez données dans votre récent communiqué. Mais Jules Alinguete a été une exception dans le régime de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Jules Alinguete il a inventé les patrouilles financières. Vous vous rappelez? Et ces patrouilles nous ont permis vraiment d'endiguer les détournements en amont, hein, partout. Et donc, je ne dis pas que Jules Alinguete était parfait, mais il avait ses défauts, ses qualités, mais je considère que ces qualités peuvent les placer au-delà de 50%. Au-delà, en tout cas, de 50%, si on devait les coter. Au-delà de 50%. Mais quand vous avez au-delà de 50%, il y a quand même une part d'erreur qui peut être de 40 ou de 45%. Alors, donc, qu'on ne jette pas, comment dirais-je, la boue sur Jules Alinguete, alors qu'il a fait un grand travail, vraiment. Il a permis des pas en avant. Je donne seulement un exemple. Joseph Kabila nous a laissé évoquer un budget de 4 milliards, mais avec les patrouilles financières, on est arrivé en 2022-3 à 9 milliards 800 millions. C'est quand même grâce à Jules Alinguete, n'est-ce pas? Les 7 milliards de la Sycomine. Donc, je comprends qu'il a des ennemis qui ne voient que le mal dans ce qu'il a fait. Mais nous qui avons vu cette évolution, par exemple, au niveau du budget, en termes de recettes, nous disons, allez, voyons aussi les bons côtés de ce qu'il a fait. Bon, ça dit que je suis un économiste. J'ai enseigné dans nos universités ici les méthodes d'analyse et d'évaluation des projets de développement. J'ai même publié un ouvrage l'année dernière, un ouvrage de 300 et quelques 80 pages, mais dans lequel j'aborde la question de l'analyse financière et de l'analyse économique du projet. Nous n'avons pas perdu avec Matata seulement du côté financier. On parle de 280 millions, mais non. Mais du côté de l'analyse, quand nous faisons l'analyse économique, c'est-à-dire l'impact que devait avoir le projet Bukangalozo sur la collectivité nationale, c'est-à-dire sur les impôts payés à l'État, n'est-ce pas, sur les finances publiques globalement, sur les ménages avec les emplois, etc., qui devaient être créés, sur même les entreprises sous-traitantes de Bukangalozo. Quand nous avons fait un petit calcul au niveau de l'ONEP, on a atteint 1 milliard. 1 milliard perdu pour la collectivité nationale. Ça veut dire que je ne suis pas le bon avocat pour Matata. Je suis désolé, mais je ne suis pas celui qui peut être un bon avocat pour Matata. Et pour la petite histoire, j'ai eu Matata dans mes cours de DEA à l'université de Kinshasa en 2000, ça devait être 2005. Mais il n'a rien appliqué de ce que j'ai eu appris. Rien. Rien. Parce que pour faire un projet comme ça, eh bien, il faut le faire. Donc la question est mal posée parce que moi, je ne peux pas, quand je me retourne dans la science, n'est-ce pas, j'ai dit non, ça c'était un des pires projets qui a été donc mis en place au Congo. Et ceux qui sont à la base de ça doivent être sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Ils doivent être sanctionnés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, même le président Kabila. Toi et finance, toi et finance, toi et